Bonjour, nous sommes le cercle celtique Bugel-en-Orient du pays de l'Orient. Et pour commencer cette présentation, nous avons décidé de vous présenter le costume féminin de fêtes religieuses ou civiles et de grandes occasions, des années 1919 à 1939. Le costume féminin est composé de deux parties. Premièrement, nous avons la camisole, qui est faite de petits draps ou de mérinos avec empiècement de velours dans le dos. La hauteur du velours dépend de l'époque, de la coquetterie ou des moyens financiers de la famille. Pour notre époque, nous constatons que la manche n'est pas totalement recouverte et que la pèlerine ne descend pas plus bas que les omoplates. Tout comme les corsets des modes parisiennes, la camisole comportait des baleines pour un meilleur maintien, mais aujourd'hui nous n'en portons plus. Deuxièmement, nous avons la jupe, qui est également faite de petits draps ou de mérinos. Elle est foncée à la taille et est agrémentée d'une base de velours en bas sur tout le tour ainsi que d'une balayeuse. La hauteur du velours dépend également de l'époque, de la coquetterie et des moyens financiers de la famille. Avec toutes ces fronces, la jupe est lourde et un petit boudin de tissu est fixé afin de permettre à la jupe de reposer. Aujourd'hui, pas grand monde n'en porte, mais ça existe encore. Sur cet ensemble vient se positionner un tablier qui recouvre tout le devant de la jupe et de la camisole, qui remonte jusque sur les épaules, avec un grand devantier. Ici, nous portons donc des tabliers en velours uni, en satin et en velours frappé. Dans cette période d'entre-deux-guerres, nous commençons à apercevoir que la jupe commence à se raccourcir jusqu'à atteindre les 3/4 bas du mollet. Dans cette mode dite intermédiaire, le tablier devient plus ornemental. Ces derniers sont représentatifs de l'influence de la mode parisienne des années folles, qui arrive avec un petit décalage en Bretagne, qui arrive avec quelques années de décalage en Bretagne. Ensuite, la coiffe est composée de deux parties, la sous-coiffe et coiffe. La sous-coiffe, ou appelée béguin, est un petit bonnet en coton rond, en tulle ou en gaze, flanqué de deux ailettes brodées de la même facture que la coiffe. Sa taille diminue dès la fin de la Première Guerre mondiale et couvre moins la tête. Le bonnet mesure environ moins de 10 cm de diamètre. Et afin de le tendre, les femmes y plaçaient un anneau de crin couvert de ruban ou un disque de carton. On peut noter également la disparition des lacets jugulaires. La coiffe est une passe de toile ou mousseline en double épaisseur qui vient fixer à l'arrière un bonnet froncé en tulle ou en gaze. Cette dentelle est en tube brodé ou en dentelle mécanique fine. Les motifs sont végétaux. La coiffe est de plus en plus amidonnée et au fil du temps, elle se porte de plus en plus relevée et plate. Pour les manchettes, elles ne sont pas solidaires de la camisole. Elles sont ornées, ce sont des manchons en coton qui sont ornés de dentelles au bout. Ce sont des dentelles en tube brodé ou en dentelle mécanique fine. Ensuite, pour le col, il est également amidonné et le col de haut est encore de mise. Il se place tout autour du cou, en dessous de la camisole et est attaché par le devant avec une épingle. Pour les bijoux, depuis le début du XXe siècle, ils sont d'inspiration Art Nouveau avec des motifs végétaux. Ils sont en or, en argent ou plaqués or. Les femmes pouvaient porter une broche et un sautoir avec une montre à gousset qui se mettait dans une poche sur le côté de la camisole. Elles pouvaient également porter des boucles d'oreilles ou de type dormeuse ou des colliers avec pendentifs ou motifs à draperie. Pour les dessous, nous n'avons que très peu de sources, mais la clotte existait déjà, mais on ne sait pas si elle remplaçait le panty ou alors le panty et la clotte étaient superposés comme nous le portons aujourd'hui. Pour les jours de fête, les femmes portaient des souliers en cuir de type derby ou à motif Richelieu. Bonjour à tous. Pour ma part, je vais vous parler d'amidonnage et de repassage. Dans le pays de l'Orient, on pourrait croire que l'amidonnage ou le repassage, c'est quelque chose de simple. Il n'empêche que ça revêt une très grande importance. De fait que la forme de la coiffe ne se fait pas au moment du repassage, mais au moment de la pose. Quand j'ai demandé à ma grand-mère comment elle faisait pour amidonner, pour repasser, bon, elle ne le fait pas.
je l'ai appris comme ça, mais elle m'a dit ne va pas à Languidic parce qu'ils font un cru, je pourrais rien faire avec la coiffe, ne va pas à Hennebon parce qu'elle met trop d'amidon et puis ça va casser la coiffe. Il faut que tu ailles à Nostan parce que là-bas, quand on met la coiffe après, ben on est belle. C'est vraiment pour vous dire que l'importance est majeure en fait au niveau de l'amidonnage et du repassage pour avoir une belle silhouette, pour que les lorientaises soient magnifiques. Dans notre cercle, on utilise donc l'amidon pour amidonner. On fait cuire notre amidon. Voilà. On va le faire, le mélanger à froid d'abord pour avoir un mélange onctueux et puis homogène. Et on va le faire cuire doucement à feu doux pour ne pas le brûler. Ça va permettre en fait aux molécules d'amidon de se développer et en fait d'avoir plein de petits piquants qui vont se relier entre elles, pardon, ces molécules, et donc d'avoir une tenue rigide et souple, et à la fois souple pour la coiffe. Comment nous faisons exactement? Nous prenons donc comment je veux dire, comme une crème pâtissière un petit peu translucide hein, qu'on a réussi à cuire, et on vient l'étaler sur les parties brodées des différentes parties de notre coiffe, hein, que ce soit la coiffe, le béguin ou le col. Uniquement les parties brodées. On ne vient pas amidonner les parties en autre tissu. Donc on vient les imprégner, on vient les taper, on vient taper en fait cette dentelle pour enlever le trop plein d'amidon. Et puis donc après on laisse reposer, parce qu'on va faire 2 passes. On va laisser reposer 24 heures et on reviendra refaire d'amidon. Entre ces 2 passes, il va falloir positionner, et c'est très important, la coiffe. Comme vous pouvez le voir, alors on va se retourner. La coiffe de l'Orient, elle doit être symétrique, homogène, pour un bon porté. Et bien en fait, quand on a amidonné, que ça sèche correctement, on vient vraiment respecter la broderie, respecter le côté, la symétrie de la coiffe, en positionnant vraiment notre coiffe sur alors un coton, un léger coton ou sur un papier sulfurisé. Il y a plusieurs méthodes, hein. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise méthode, il y a plein de méthodes tant qu'à l'issue, la coiffe séchée se rappelle et bien portée. Mais vraiment, on vient positionner et faire attention à tous les plis, tous les bords. On part du centre pour amener on va malaxer, vraiment imprégner l'amidon, et vraiment, cette partie positionnement après est très importante. On laisse sécher, et le lendemain, on remet de l'amidon, et on va pouvoir passer au repassage. Alors le repassage, c'est pareil. On a enlevé l'excédent d'amidon, et on va pouvoir partir de la partie centrale en respectant, toujours pareil, les motifs et la dentelle, de l'intérieur vers l'extérieur. Au-dessus, en fait, en pâte mouille, on va dire, c'est pas long terme, mais à travers un léger coton ou un autre papier sulfurisé qu'on mettra dessus pour ne pas brûler l'amidon, ça donnera une coloration, et donc si on brûle l'amidon, il colore, il y aura des taches. Donc voilà, on utilise ça, ou un deuxième papier sulfurisé par-dessus, ou un tissu fin. À l'issue, en fait, on pourra laisser sécher nos coiffes, notre béguin, les ailettes de béguin, à plat, sur un coton, pour vraiment que l'humidité s'en aille. Et à terme, on pourra les ranger. Alors, la coiffe, on va la mettre sous presse. Alors, quand je dis sous presse, c'est ou sous des livres, ou sous un matelas, hein, ça existe aussi, pour la conserver vraiment à plat jusqu'au jour de la pose. C'est tout pour moi. Vous avez choisi une période assez large, donc 1919 à 1939 pour votre période. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas eu d'évolution sur cette période-là ou qu'il y a quand même eu de la progression sur les modes féminines? Alors effectivement, la période est large, mais oui, il y a eu une progression. Mais comme en 1919, on trouvait encore aussi des ports antérieurs, on se doute bien que les modes ne passent pas, ne switchent pas d'une année à l'autre, que donc il y a des superpositions. L'évolution progresse lentement. Sur juste l'après-guerre, on retrouve majoritairement des tissus, je parle surtout pour les tabliers, assez unis, assez simples, mais aussi des tabliers satin brodés, petits bouquets.
Et on va, au fur et à mesure des années, avoir des tissus plus travaillés, du coup, comme les velours frappés. On va retrouver aussi des tabliers en damas, en noir, et puis du coup du satin avec une superposition de dentelle. Mais voilà, ça effectivement le costume a une progression aussi pendant cette période-là. C'est pour ça qu'on a voulu représenter différents tabliers, différents styles de coiffure. Vous voyez, voilà, moi je suis en velours uni, je vais avoir une coiffure plus simple, une coiffe plus tombante, et du coup sur les jeunes filles qui portent la dentelle, elles peuvent avoir une coiffure plus travaillée et un port de coiffe qui du coup s'élève progressivement au fur et à mesure des années. Moi j'aurais une question sur la hauteur de vos velours, justement en lien avec la période. Voilà, comment vous pouvez nous décrire vraiment les caractéristiques de cette hauteur-là sur la période choisie et comment l'évolution, quoi. Alors la hauteur de velours, c'est assez ça a été assez difficile de la définir. On est simplement dans de l'observation. On a fait une grosse recherche iconographique qui nous a permis de montrer effectivement qu'on partait des années 1900-1910 avec la petite bande de velours qui faisait à peu près 10-15 cm et que petit à petit il a augmenté. Donc, pour avoir quelque chose, le choix qu'on a fait est assez arbitraire parce qu'on est sur une épreuve scénique. Donc on a fixé de notre propre chef une limite à 25 cm. La hauteur de velours, donc 25 cm, c'est ce que je porte, voilà, moi, en sachant que sur les dernières modes, on a pu monter jusqu'à 40-50 cm de velours. Donc il y a une question, il y a différentes explications. L'évolution des modes, hein, au même titre que, je prends un cliché, mais que la coiffe bigoudène a grimpé, et ben nous, à la mode lorientaise, a fait que plus ça allait, plus on avait du velours, que ce soit sur la jupe, sur les camisoles où on constate qu'en dernière mode on a du velours jusqu'au bout, que dans le dos, si tu veux bien me tourner, dans le dos on peut avoir aussi l'application, la pèlerine peut descendre très très bas, donc c'est une question de mode, une question aussi de niveau de vie qui augmente avec l'évolution des conditions. Et puis aussi un accès plus facile aux matériaux, voilà, au fur et à mesure du temps, l'écart entre les modes parisiennes et les arrivages en province se réduit, donc on peut évoluer de plus en plus vite et suivre de plus en plus vite les influences des modes parisiennes, et voilà. Je voulais revenir avec vous sur deux expressions que vous avez utilisées dans votre présentation. Vous avez parlé de culotte et de panty. Qu'est-ce que vous entendez par ces termes ? Alors, quand on parle de culotte, c'est la culotte dans le terme moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, voire peut-être un peu plus couvrante et un peu plus bouffante dans les années, dans le début du siècle. Le panty, c'est ce qu'on appelle, d'un point de vue historique, le tuyau de modestie. Voilà, c'est ce petit pantalon qui descend jusqu'au genou, voire un peu plus bas en fonction de la longueur de la jupe, qui peut être fendu ou pas pour des questions d'aisance, mais qui du coup venait couvrir les jambes pour, à l'origine, avoir chaud aux jambes sous les jupes. Question par rapport à vos tabliers, notamment les tabliers frappés, parce que c'est quand même des tissus qui sont très durs à trouver, donc est-ce que vous êtes sur des pièces authentiques ou est-ce que c'est des pièces que vous avez réussi à refaire? Alors là, vous me posez une colle. Je sais qu'on en a des authentiques, mais là, ce que les jeunes filles présentent, je ne suis pas sûre. Si, on en a pas fait. On a que des authentiques. Voilà, on n'en a pas fait, mes collègues me confirment. Ma gestionnaire de vestiaire me confirme que nous n'avons que des authentiques. Et donc vous en prenez soin pour les garder. C'est ça. En lien, j'ai une question. Ça va être ce que vous allez porter en scénique ou c'est pour la présentation? Non, c'est ce qu'on va porter en scénique. D'accord.
Voilà. Moi, par exemple, mon tablier est une pièce authentique, personnelle, familiale, qui date vraiment des années 20. Voilà. Alors, on en prend grand soin, mais de temps en temps, on a plaisir à les sortir aussi. Bon. C'est bon pour nous. Merci, Merci à vous. Et puis, bonne continuation.